Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Grand Bien vous fasse. Et ce matin, on prend un peu de recul avec notre vie quotidienne. Rencontre avec l'un des penseurs les plus influents de la planète, l'Australien Peter Singer. Certains, par exemple, ont cessé de manger de la viande après l'avoir lu son best-seller La Libération animale, paru en 1975 et traduit partout dans le monde. Et Peter Singer parcourt le monde pour défendre l'idée d'un altruisme efficace. L'altruisme efficace, c'est une philosophie et un mouvement qui permet de trouver, selon lui, les moyens les plus efficaces pour rendre le monde meilleur, aider les plus démunis de façon rationnelle et en laissant un peu de côté l'aspect émotionnel. Ce spécialiste de bioéthique à l'université américaine Princeton vante un système qui permettrait d'éradiquer la misère et accessoirement de changer le monde tel qu'il est, rien que ça. Nous verrons ce qu'est exactement l'altruisme efficace, qu'est-ce qui le différencie de l'altruisme tout court et que serait, à l'inverse, un altruisme inefficace. Comment agissent les altruistes efficaces? Quelles sont leurs motivations? Quelle critique peut-on adresser à ces idées nouvelles, populaires dans le monde anglo-saxon et encore méconnues en France? Avec nous pour interroger Peter Singer, l'excellente journaliste de Psychologie Magazine Christine Pelledouel. Et bonjour Guillemette Odissino. Bonjour, et moi aussi je suis une excellente journaliste. Bah oui, et en plus vous êtes altruiste. Alors on retrouve tout à l'heure votre nouvelle chronique, l'esprit d'escalier vers 11h-20. Oui, c'est une chronique qui commencera avec un écrivain australien et qui terminera vraiment sur un exemple parfait d'altruisme efficace. À tout à l'heure, Guillemette Odissino. Alors, il n'est pas très altruiste, il est assez misanthrope, mais on l'aime quand même. Bonjour Éric Libio. Bonjour Ali. Rédacteur en chef culture à l'Express. Au menu de votre nouvelle chronique, l'éternel retour, il y a quoi? Eh bien, écoutez, comme la semaine dernière, c'était l'anniversaire de notre rédactrice Stéphanie et que très bientôt, c'est l'anniversaire de ma sœur, je me suis dit, oui, c'est vrai que les anniversaires reviennent tous les ans, mais qu'est-ce qu'on pourrait en faire de tous ces anniversaires? C'est très intéressant, l'anniversaire de votre sœur. Bienvenue dans Grand Bien vous fasse, la vie quotidienne, mode d'emploi. France Inter. Grand Bien vous fasse. Ali Rébi. Bonjour Peter Singer. Hi. Vous êtes australien, vous avez 72 ans, vous enseignez notamment à l'université Princeton aux États-Unis et vous êtes considéré comme l'un des penseurs les plus influents de la planète, une star intellectuelle, on peut le dire, dans le monde anglo-saxon. En 1975, vous publiez La Libération animale, un essai qui fait sensation à travers le monde, l'un des ouvrages majeurs sur la cause animale, et vous publiez aux arènes L'altruisme efficace, avec une préface de Mathieu Ricard. Alors, qu'est-ce que ça fait d'être considéré comme un penseur vraiment influent, un penseur qui a eu un véritable impact dans la société, notamment dans le domaine de la cause animale? Évidemment, ça fait plaisir de voir que mes travaux ont eu une incidence, ont eu une influence, parce que mon domaine de travail, la philosophie, c'est l'éthique pratique, c'est-à-dire que ce qui m'intéresse, c'est les problèmes pratiques, voire les problèmes qui concernent les citoyens du monde aujourd'hui. Et donc, si mes travaux n'étaient lus que par mes collègues universitaires et n'avaient pas d'effet pratique, j'aurais échoué dans ma démarche. Vous vous considérez comme un penseur efficace? En tout cas, j'espère être un penseur efficace. Et en fait, je pense qu'il y a eu des résultats, parce que comme je donne des conférences, comme hier soir à la Sorbonne, les gens viennent me voir, ils viennent me dire qu'ils ont lu mon livre, qu'ils sont devenus végétariens ou qu'ils ont commencé à faire des dons auprès d'une association caritative plus efficace. Donc ça fait plaisir. La philosophie peut changer la vie des gens. Alors, vous parcourez le monde pour défendre l'altruisme efficace. Alors, l'altruisme tout court, c'est la propension à s'occuper des autres de manière désintéressée. Mais c'est quoi exactement l'altruisme efficace? C'est une idée assez méconnue et peu développée en France, mais très populaire dans le monde anglo-saxon. Mais oui, enfin, même dans le monde anglo-saxon, c'est un concept relativement nouveau. Il date d'il y a une dizaine d'années. En fait, l'idée, c'est que même si vous avez beaucoup de gens altruistes dans le monde qui veulent faire le bien, mais ça part du cœur. C'est un mouvement affectif plutôt que rationnel, à telle enseigne que quelquefois ces gestes ne servent pas à grand-chose. Et pour la même somme, pour la même quantité de temps consacré, ils pourraient faire 10 fois, 100 fois mieux en termes de bien apporté. Donc c'est du gâchis. Vous avez des gens qui veulent être altruistes, qui veulent faire du bien, mais qui sont beaucoup moins efficaces s'ils se donnaient la peine de réfléchir à la façon dont ils pourraient faire ce travail. Peter Singer, si je vous comprends bien, l'altruisme ne sert strictement à rien, ou quasiment, s'il n'est pas mis en pratique de façon efficace.
Oui, enfin, disons qu'on peut certainement admirer quelqu'un qui veut faire le bien, qui veut être altruiste. Mais enfin, s'il échoue dans cette démarche, si les résultats ne sont pas au rendez-vous, ma foi, s'il n'aide pas les gens ou les animaux, si la planète ne s'en sort pas mieux, ma foi, quel est l'intérêt, en effet? L'intention, certes, est bonne, mais une grosse erreur est faite dans la façon dont ce travail est fait. Alors, ce qui vous obsède, c'est de faire le bien de façon efficace. Alors, pour bien comprendre, j'aimerais qu'on prenne un exemple concret. L'histoire de ce petit garçon de 5 ans, lors du Noël 2013, un petit garçon atteint de leucémie et qui rêve de se déguiser en personnage de Bat-Kid, de monter dans une Batmobile avec un faux Batman. Et il y a une mobilisation caritative qui permet de rapporter $7 500. Sauf que pour vous, cette somme de $7 aurait pu être mieux utilisée pour lutter, par exemple, contre le paludisme. Mais voilà, c'est un exemple évident. Là, vous avez des gens qui donnent de l'argent pour aider un enfant, pour qu'il passe une belle journée. C'est sympa, on va pas se plaindre. Enfin, quand on pense à la somme, les $7 500, on aurait pu sauver les gens de 2 ou 3 enfants dans un pays en développement, justement, en luttant contre le paludisme qui tue les enfants. Mais il vaut mieux sauver une vie que donner à un enfant une belle journée dans une Batmobile quand même. Et si on peut sauver 2 ou 3 vies, ça vaut encore mieux. Donc voilà, c'est le genre d'action caritative qui fait appel aux sentiments des gens, parce qu'ils voient un enfant très malade, ce serait sympa de lui faire vivre cette journée formidable. Enfin, en y réfléchissant un peu, il se dirait, ma foi, il vaudrait mieux sauver la vie d'un enfant, s'assurer que l'enfant survit, que les parents ne pleurent pas la mort de leur enfant, ce serait l'argent mieux dépensé quand même. Alors certains peuvent être horrifiés que l'on applique des calculs économiques utilitaristes à des dons caritatifs. Il n'y a pas de quoi s'horrifier. À mon sens, ce qui est horrifiant, c'est le gâchis de ressources consacrées pour rien. Des gens qui ne font pas justement le bon calcul sur la façon de dépenser leur argent. C'est une grosse erreur de se dire qu'on aurait tort de mesurer la quantité de biens. C'est-à-dire que si on dépense sans compter, sans réfléchir à ce que l'on fait. Le regard de Guillemette Odissino. Non, mais je veux reprendre l'exemple du petit garçon avec la Batmobile. En fait, dans ce cas-là, c'est un exemple finalement d'altruisme, de proximité. C'est-à-dire, c'est facile d'être, enfin, c'est facile d'aider à côté de soi, et on est plus ému à côté de soi. Alors qu'on sait qu'il y a, je crois, 19 000 enfants qui meurent par jour dans le monde. Moi, je suis plutôt du côté de cette efficacité, rationaliser, se dire qu'avec le même geste, on peut sauver 4 vies qui sont loin, certes, donc qui nous concernent censément moins qu'une vie qui est proche de nous. C'est quand même l'évidence. Toutes les vies se valent, même si elles sont loin. Je suis tout à fait d'accord. À mon sens, il ne faudrait pas mettre de discrimination contre ceux qui sont loin de nous, quand même. Et vous avez tout à fait raison. Chaque vie vaut la même valeur. Et il faut avoir ce principe. Mais effectivement, le problème, c'est que l'être humain a une réaction affective envers son voisin, son proche. Et là, il s'agit d'aider des gens qu'on ne voit pas, qui ne sont pas nos voisins. Et les émotions ne sont pas présentes, mais il faut peut-être cultiver cette émotion, ce sens de préoccupation pour les autres. Peter Singer, les populismes partout dans le monde se nourrissent de l'altruisme de proximité. Alors oui, il y a du vrai dans ce que vous dites, parce que vous avez des gens qui éprouvent un altruisme de proximité et peut-être pas à bon escient. Donc effectivement, ça n'est pas toujours facile de faire passer les bons messages au grand public. Vous avez des gens qui donnent de manière impulsive, et là encore, il est difficile de faire passer l'idée de penser à toutes les vies et pas simplement les vies immédiates. Et penser en termes mondiaux plutôt que le petit bout de la lorgnette. Et par altruisme de proximité, je veux parler évidemment de cet altruisme qui concerne surtout ceux qui nous ressemblent. Christina Pelledouel. Oui, j'ai tout de même une remarque à faire sur cette vision plus globale que vous avez de l'altruisme. Vous dites qu'il vaut mieux s'occuper des pays en voie de développement qui sont en grande difficulté économique, sociale, sanitaire. Mais vous dites également que
on doit faire des choix et que dans les choix, alors vous avez quand même un passage assez terrible, vous donnez l'exemple des populations les plus démunies aux États-Unis en disant que celles-là, on peut les mettre de côté puisque elles vivent dans un pays qui, globalement, est plus riche et plus aidant que les pays les plus éloignés. On peut citer, par exemple, le Bangladesh. Ça paraît un peu choquant aussi. Est-ce qu'on est obligé d'exclure les plus pauvres d'un pays parce que les plus lointains sont encore plus pauvres? Ça pose une question philosophique de choix. Oui, mais quand même, moi je suis tout à fait pour les systèmes d'État-providence, de couverture sociale dans tous les pays. Et c'est scandaleux de voir que les États-Unis, justement, ne disposent pas de couverture médicale universelle, qu'il n'y ait pas d'aide sociale ou de logement, par exemple, aux plus pauvres. Donc les citoyens des pays riches doivent convaincre leur gouvernement de couvrir tout le monde sur le plan social. Mais si, à titre personnel, j'ai le choix entre faire un don à une famille pauvre aux États-Unis qui gagne quand même $20,000 par an, parce qu'on reste quand même en deçà du seuil de pauvreté aux États-Unis, ou alors aider une famille dans un pays en développement qui est pauvre selon les normes de la Banque mondiale, c'est-à-dire qui gagne moins de $1,000, $700 par an. Et si moi je dispose de $700, je peux multiplier par 2 leur revenu, ce qui ferait une immense différence dans leur qualité de vie, et leur donner des opportunités qu'ils n'auraient jamais, ouvrir une entreprise, mettre un toit sur leur maison. Et avec $700, je pourrais pas vraiment avoir la même influence, je pourrais pas avoir autant d'effet sur une famille américaine. D'où le choix d'aller vers la famille pour qui cet argent fera une grande différence. Allez, n'hésitez pas à réagir sur la page Facebook de Grand Bien vous fasse et sur l'appli France Inter. Nous recevons le grand intellectuel australien Peter Singer. À la préparation de l'émission, Alexia Rivière et Claire Destacan, avec l'aide de Philippine Rouvière, à la réalisation Stéphanie Texier, et on écoute l'Australienne Kylie Minogue. That was the Australian singer Kylie Minogue singing Can't Get You Out of My Head. La classe, c'est Peter Singer qui désannonce le disque. Je dérobe aux pauvres afin de nourrir les riches. Oh, parfait, Majesté. Grand Bien vous fasse. Vous êtes une royale image de dignité et de magnificence. Sur France Inter. Qu'est-ce que l'altruisme efficace? C'est ce qu'on essaie de comprendre avec l'un des penseurs les plus influents de la planète, Peter Singer, qui publie L'altruisme efficace. Qu'est-ce que l'altruisme efficace? Finalement, c'est pas si compliqué que ça. L'altruisme, c'est le désir de faire le bien d'autrui. Donc, tant qu'à faire, autant que cet altruisme remplisse sa fonction et soit véritablement efficace. Par exemple, si parce que, pour des raisons personnelles ou autres,
vous avez la possibilité d'aider à rendre heureux quelque part, dans un pays riche, un enfant en dépensant des sommes considérables. Si pour la même somme, vous pouvez sauver la vie de 200 enfants quelque part ailleurs dans le monde, la réponse de l'altruisme efficace, sauver la vie de ces 200 enfants. Ça, c'est un aspect. L'autre aspect de l'altruisme efficace, c'est se dire, voilà, pour certains d'entre nous, ceux qui sont réunis ici notamment, nous vivons avec une certaine aisance. Est-ce que nous avons vraiment besoin de la totalité des revenus que nous engrangeons chaque année? Ne pourrions-nous pas vivre plus simplement, profitant du fait que nous nous trouvons dans un pays où la vie est plus aisée, pour consacrer une certaine partie de nos revenus à aider là où il y en a le plus besoin? C'est une excellente question que nous pouvons et que nous devrions tous nous poser. Le moine bouddhiste Mathieu Ricard à la Sorbonne en 2016 pour le lancement de l'association Altruisme Efficace France. Peter Singer, c'est l'amour universel qui pousse les altruistes efficaces à s'investir dans des actions caritatives ou bien c'est autre chose? Je crois que c'est autre chose. Vous savez, il est quand même difficile d'éprouver un amour universel. On peut éprouver de l'amour pour des personnes en particulier, mais aimer tout le monde, ça rend cette notion tellement large que c'est un peu trompeur de se dire que c'est de l'amour. Non, à mon sens, c'est plutôt que on reconnaît le fait que d'autres vivent des vies comme les nôtres, qui peuvent souffrir comme nous, qui peuvent mourir prématurément, et nous reconnaissons que cet état des choses est le même partout. Et ça, c'est un souci. Alors, plutôt que de l'amour universel, c'est un souci universel pour l'autre, une préoccupation pour l'autre. Mais d'autre part, on se rend compte que c'est ce qu'il faut faire, c'est la chose à faire. Si on peut aider sans faire d'énormes sacrifices pour améliorer la vie des autres, ou même sauver leur vie, c'est la chose à faire dans ce cas-là. Alors si ce n'est pas l'amour universel, c'est quoi? Encore une fois, c'est peut-être pas de l'amour, mais une forme d'empathie qui vient du fait qu'on reconnaît qu'on a affaire à d'autres êtres humains qui vivent comme nous, qui souffrent comme nous. Il y a de cela, une forme d'empathie, mais plus que cela, il y a peut-être aussi un jugement plus rationnel qui vient de l'idée que, ma foi, je suis dans l'univers, j'ai la chance de vivre correctement sur le plan matériel, même au-delà, je peux me permettre je peux m'offrir des luxes dont je n'ai pas besoin et je reconnais que d'autres n'ont pas cette chance, n'ont pas ce luxe et ça n'est pas leur faute. Est-ce que cette situation est acceptable? Est-ce qu'il n'y a pas un problème par rapport à cela? Et si j'ai les moyens d'y remédier, ou en tout cas entre moi et d'autres personnes, d'autres êtres humains, peut-être pas tout le monde, c'est peut-être ce qu'il faut faire, c'est la chose à faire d'essayer de les aider. Alors ces altruistes efficaces sont plutôt très rationnels, ils en veulent pour leur argent, ils vérifient que l'argent qu'ils donnent est correctement utilisé. Par exemple, si on veut faire un don efficace, on peut aller sur le site givewell.org, on mettra le lien sur la page Facebook de l'émission, givewell.org qui recense les ONG caritatives selon un rapport coût-efficacité. Mais oui, et c'est vrai que ça paraît curieux qu'on n'y pense pas à la façon dont l'argent sera dépensé, parce que on en veut pour son argent dans des tas d'autres domaines. Si vous voulez vous acheter un ordinateur, un téléphone, et que vous achetez quelque chose, et puis un copain vous dit vous avez acheté un appareil qui vaut 2 fois le prix du mien, qui est tout aussi bien que le vôtre, on va se sentir bête, parce que ce sera de l'argent gaspillé, mais c'est assez curieux quand même que quand il s'agit d'altruisme, il n'y a pas ce réflexe, il n'y a pas cette notion comment en avoir pour mon argent en quelque sorte. Alors ils sont contents d'avoir donné quelque chose, mais à mon avis c'est une erreur. Là encore, c'est du gaspillage de mal dépenser son argent caritatif, de même que c'est un gaspillage que de dépenser 2 fois trop d'argent sur un téléphone. La devise des altruistes efficaces, c'est donc agir, c'est bien, mais agir efficacement, c'est mieux. Et ce qui vous intéresse, c'est d'inciter les organismes caritatifs à prouver leur efficacité. Comment ces dons vont être vraiment utilisés pour sauver des vies, réduire la souffrance, bref, de prouver un bon rapport coût-efficacité.
Mais oui, et c'est d'ailleurs justement une grande évolution des 10 dernières années, parce que maintenant, il y a des organisations dont le but est de vérifier de près la façon dont les associations caritatives dépensent leur argent pour voir lesquelles parmi elles sont les plus efficaces, parce qu'elles ont reçu des dons financiers et maintenant elles ont les moyens d'engager, je ne sais pas, un personnel d'une quinzaine de personnes, et ces personnes sont là pour vérifier les comptes de ces associations caritatives, puis il y a un travail scientifique pour comparer les organisations qui sont plus efficaces que d'autres, les actions qui sont plus efficaces que d'autres, voir comment ces organisations sont structurées, quelle quantité d'argent sera utilisée à quoi, pour s'assurer que l'argent ne sera pas gaspillé, etc. Donc, si vous vous rendez sur ces sites web, il y a givewell.org ou thelifeyoucansave.org, là, vous aurez toute cette information très pertinente sur l'efficacité de ces organisations. Priscilla Pellet-Douel de Psychologie Magazine. Oui, Peter Singer, on ne peut être que d'accord quand on entend tout ce que vous expliquez et la manière d'être le plus rationnel, le plus efficace possible pour venir en aide aux plus démunis et à ceux qui en ont véritablement besoin. Néanmoins, je repère quand même une question qui est celle de l'évacuation du politique, de ses préoccupations. Et en vous écoutant et en lisant votre livre, on se pose tout de même la question de savoir si la question sociale ne devient pas, dans votre perspective et dans votre démarche, une question purement individuelle qui évacue purement et simplement la question du politique. C'est-à-dire que le politique disparaît et que c'est à chacun, finalement, chaque individu, de se débrouiller pour venir en aide d'une manière ou d'une autre à ceux qui en ont le plus besoin. Mais ça évacue aussi totalement la fraternité et la solidarité. Moi-même, je suis engagé sur le plan politique. D'ailleurs, j'ai été candidat au Sénat en Australie dans le Parti des Verts en Australie. Le rôle politique, le politique a un rôle à jouer, c'est incontestable. Pour autant, quelquefois, la politique trouve ses limites. Il est assez difficile d'arriver à des résultats lorsqu'on s'en tient à la sphère politique, et notamment pour ce qui est justement de l'aide aux pays en développement. Dans bien des pays, il est assez difficile d'augmenter l'aide publique au développement alors que c'est nécessaire, et il est difficile de s'assurer que cet argent, cette aide, arrive à ceux qui en ont le plus besoin. Donc, si la politique touche ses limites, eh bien, c'est à titre individuel qu'il faut agir et renforcer justement le secteur non lucratif, le secteur caritatif. Alors bien sûr, si l'on peut avoir une influence sur son gouvernement pour rendre l'aide au développement plus efficace, bien sûr, je suis tout à fait pour. D'ailleurs, au Royaume-Uni, on y est arrivé, puisque maintenant on arrive à 0,7 de 1% du PNB à l'aide publique au développement, ce qui est quand même beaucoup mieux que ce que fait la France. Donc voilà, ça valait la peine. C'était une démarche politique, mais je sais qu'aux États-Unis, par exemple, et surtout sous la présidence Trump, malheureusement, même sous Obama, il n'était pas possible d'obtenir des augmentations de l'aide publique au développement. Il n'y avait pas de soutien politique, donc il faut agir individuellement. Guillemette Odissino. En fait, est-ce que cet altruisme, c'est vraiment essayer de changer le monde de manière efficiente? Mais oui, là je vous rejoins, parce qu'il ne s'agit pas de participer, je ne sais pas, à la politique à la française par exemple, mais c'est de prendre une position, de dire voilà, il faut être cosmopolite, en effet, il faut avoir une position, disons, de citoyen du monde, de considérer que le monde constitue une grande communauté, et que dans cette communauté, il y a des gens qui en souffrent, et ça n'est pas au niveau national qu'on va changer les problèmes tels que le changement climatique ou la pauvreté, c'est au niveau mondial qu'il faut agir. Peter Singer, c'est quoi l'altruisme inefficace? C'est par exemple quand on donne une toute petite somme pour se donner bonne conscience? Oui, par exemple, il y a des gens d'ailleurs qui le font, qui donnent des petites sommes à un grand nombre d'organisations caritatives. Ils font ça pour se donner bonne conscience. Quelquefois, ils se sentent bien à cause de ça. Les psychologues ont étudié la chose. Les gens donnent parce que ils se sentent bien, ça leur plus que bonne conscience. Enfin, si on donne plein d'argent, plein de petites sommes à plein d'organisations, ça sert pas à grand chose, parce que il y a pour
chaque don, il y a des frais administratifs pour gérer tout ça, ne serait-ce qu'envoyer un reçu ou que sais-je. Et souvent, la somme donnée est entièrement consumée par ces frais administratifs. Il vaut mieux cibler la meilleure organisation et donner un petit nombre, ou peut-être une ou deux organisations qui sont véritablement efficaces et des sommes importantes. J'aimerais qu'on prenne un exemple concret, Peter Singer. En 2017, l'UNICEF alerte sur le fait qu'1,5 million d'enfants étaient en danger de mort à cause de la famine. Pourquoi est-ce qu'on ne se mobilise pas assez pour éviter qu'1,5 million d'enfants meurent ? Et comment expliquer à contrario qu'on se mobilise sur les réseaux sociaux pour sauver une fillette atteinte d'une maladie grave, une fillette dont on connaît la photo et le prénom, plutôt que d'aider des milliers d'enfants en danger de mort à cause de la famine ? Là, vous mettez le doigt sur le problème, parce que, encore une fois, c'est une réaction affective vers les individus qu'on peut voir. Alors, vous avez la photo d'un enfant malade, on voit son visage et ses parents qui s'expriment. Alors là, un élan du cœur, on lui donnera plein d'argent. Mais si l'UNICEF nous dit qu'il y a 1,5 million d'enfants qui risquent de mourir de faim, c'est une statistique. Et les statistiques n'éveillent pas nos émotions de la même façon que la photo d'un enfant. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, précisément, il faut investir son raisonnement. Il faut bien se dire que le monde a évolué. Autrefois, on ne réagissait pas aux souffrances des gens très loin de nous, mais maintenant ce monde a changé. Il faut éduquer nos sentiments, nos émotions, pour justement être sensibles au sort de ceux-là. Guillemette Odissino. Je reviens sur peut-être, est-ce que c'est ça la notion quand même, le barème absolu, c'est la mort, c'est le décès, c'est la mortalité. S'il faut choisir entre donner du bonheur et empêcher de mourir, le choix est vite fait quand même. Oui, là, je suis d'accord avec vous. C'est-à-dire que, d'une certaine façon, la mort est le barème absolu, surtout lorsqu'il s'agit de morts prématurées qu'on pourrait éviter. Et d'ailleurs, justement, l'une des organisations que nous recommandons sur notre site, contre la malaria, par exemple. Justement sur la malaria, parce que si l'on distribue des moustiquaires pour empêcher les enfants d'être piqués par les moustiques porteurs de la malaria, ils vont pas mourir, alors que s'ils n'ont pas de moustiquaires, ils vont se faire piquer. Et un moustiquaire, ça coûte pas grand-chose. Et en même temps, il y a le paludisme qu'on évite, et c'est une maladie quand même assez épouvantable, donc c'est très bien de pouvoir s'en débarrasser, mais au bout du compte, c'est leur vie qu'on sauve. Peter Singer, que pensez-vous de ces altruistes bénévoles qui donnent de leur temps pour passer un après-midi avec des personnes âgées isolées, aider des sans-abri, ou qui dispensent gratuitement des cours de soutien scolaire? C'est une bonne chose. Si l'on peut aider les gens, si les gens, disons, ont du temps à donner mais pas d'argent, très bien. Mais pour ceux d'entre nous qui disposons d'un peu d'argent, mais justement qui n'avons pas beaucoup de temps, c'est dans l'autre sens qu'il faut réagir et avoir une vision plus globale et voir quels sont les gens qui ont les plus grands besoins. Allez, il est l'heure de retrouver l'esprit d'escalier, la toute nouvelle chronique de Guillemette Odissino. France Inter. Ça va, ça n'a pas été trop dur les 5 étages? Grand bien vous fasse. L'ascenseur c'est pour les patrons, vous prenez l'escalier de service. L'esprit d'escalier. Alors, d'abord, Ali, on peut dire que, vous savez, vendredi dernier, j'avais commencé ma chronique en disant que j'étais toute fière d'avoir 2 livres. Et comme on était pressé et que j'ai galopé dans l'escalier, je n'ai parlé que d'un livre. Donc cette fois-ci, vous n'allez pas m'interrompre. Je vais raconter mon histoire jusqu'au bout. Mais évidemment, Guillemette. Alors nous sommes en octobre 1980. Un écrivain australien rentre d'un festival italien et fait une halte à Los Angeles. Sa mallette est cassée, il veut en acheter une autre, il entre dans une boutique au coin de Rodeo Drive et de South Beverly Drive. L'écrivain, Thomas Kennelly, engage la conversation avec le vendeur, un nommé Paul Deck, qui, en confiance, c'est fou, va lui raconter une histoire vraiment folle. Sa femme, Misia et lui ont été sauvés de l'extermination par un nazi. Dans ses armoires, il a plein de documents sur ce nazi, du nom d'Oskar Schindler. Et il incite Thomas Kennelly à les photocopier pour en faire un livre. 20 ans auparavant, Paul Deck avait déjà raconté son histoire.
Il l'avait raconté un type de la Paramount. Et le studio américain avait même retrouvé Schindler, ruiné, qui ne survivait que grâce à l'aide des Juifs qu'il avait précédemment sauvés. Et puis bon, la Paramount, plus rien. Donc, c'est Thomas qui va commencer à se plonger dans les documents que lui a confiés Poldek, dont une certaine liste des travailleurs juifs établis par Schindler après la fermeture du premier camp de Plasklov près de Cracovie. Donc vous le savez, un certain Steven Spielberg téléphonera après à cet écrivain pour adapter son sublime livre publié en 1982. Spielberg mettra 10 ans à en faire un film. 10 ans pour réussir en fait à mettre en scène un chef-d'œuvre sur l'altruisme efficace. Car d'abord, l'altruisme commence par la reconnaissance que l'autre est son égal. Et quand le comptable Stern, engagé comme un millier d'autres juifs par Schindler dans son usine d'ustensiles de cuisine, se voit obligé quand même de redire « je suis juif », Schindler répond simplement « et moi je suis allemand ». Toutes les identités ont la même valeur. Et l'homme d'affaires, pourtant qui est très loin d'être vertueux, va devenir injuste en étant pragmatique. Ces juifs, il va falloir les préserver en usant d'une raison économique. Ils sont de la main-d'œuvre gratuite pour le Troisième Reich. Puis, quand l'horreur se fera de plus en plus inévitable, il les sauvera en les rachetant un par un. Il consacrera son argent, tous ses revenus, à sauver des vies, une à une. Et ce n'est pas étonnant que la scène la plus bouleversante du film soit celle où, fiévreux, il compose sa liste. Encore un, Stern. Encore un. C'est le moment où son altruisme, précisément, devient efficace. Le plus beau des bilans comptables. Plus Schindler donne son argent, plus il gagne sa propre valeur. Le regard de Peter Singer sur la chronique de Guillemette Odissino. L'histoire de Schindler est très émouvante. Le film, effectivement, de Spielberg était très émouvant, le livre de Kennedy aussi. Et vous avez mille fois raison. Là, vous avez une situation où on essaie... il aurait été impossible de changer le système. Schindler se serait fait tuer s'il avait ouvertement parlé contre le nazisme. Mais au lieu de cela, il a dit, voilà, moi, en tant qu'individu, je peux sauver quelques vies. Et comme vous l'avez dit, il en a sauvé des centaines à la fin, mais il ne pouvait pas sauver des millions de vies non plus. Mais ce qu'il a fait, c'est probablement la meilleure chose qu'il aurait pu faire dans les circonstances. Et de ce point de vue-là, c'est un personnage tout à fait admirable. Et je n'avais pas réfléchi, je vous disais, c'était pas un modèle d'altruisme efficace, mais vous avez raison. C'est, quelqu'un qui, dans les circonstances qui étaient les siennes, avait fait la chose la plus efficace possible pour aider les autres. Guillemette Odissino qui donne à réfléchir à l'un des penseurs les plus influents du monde, Peter Singer. Quelle prouesse, Guillemette, c'est formidable, mais ça m'étonne pas de vous. La chronique de Guillemette Odissino à revoir en vidéo sur l'appli France Inter. Et merci évidemment au génie de la traduction, Robert Wolfenstein, l'excellent Robert Wolfenstein. Comment devenir un altruiste efficace? Élément de réponse juste après Arthur H. Déjà oublié comment ne plus t'aimer. Comment stopper la machine infernale. J'ai déjà oublié comment ne plus t'embrasser. Elle m'hypnotise, ma déesse adorée. Chérie, chérie, laisse-moi te réchauffer avec les mots troublés de ton chenapan violent. Chérie, chérie, laisse-moi m'aventurer dans la beauté cachée de ma reine de cœur. J'ai déverrouillé le cadenas givré. En embuscade, j'ai guetté ton arrivée. De l'autre côté de ce pays éphémère, j'ai dérobé des baisers de lumière. Chérie, chérie, laisse-moi te révolutionner en orbite tout autour de ma reine de cœur.
personne ne décapite, même sous la terreur. Ma reine de cœur, chérie, chérie. Chérie, chérie. Chérie, chérie, laisse-moi déshabiller, robe dévoilure, nu sous l'armure. Chérie, chérie, laisse-moi t'évader de ton palais doré, ma reine de cœur. Chérie, chérie, laisse-moi t'idolâtrer, primitif apprivoisé, ma reine de cœur, 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 ma reine de cœur. Arthur H, reine de cœur. Ali Rébéi, grand bien vous fasse, sur France Inter. Qu'est-ce que l'altruisme efficace? C'est ce qu'on essaie de comprendre ce matin avec le penseur australien Peter Singer qui publie l'altruisme efficace. Le cofondateur de Microsoft est-il un altruiste efficace? Moi, j'ai fait le choix de dépenser mon argent contre la malaria, le sida et la polio. Quand nous nous sommes impliqués, la malaria décimait 1 million d'enfants par an. Aujourd'hui, on en est à un demi-million. J'ai un but, c'est que de mon vivant, on éradique la malaria, même si ça prend encore 20 ans ou 30 ans avant d'y arriver. Alors je vous l'accorde, c'est une mauvaise nouvelle pour la malaria. Autrement dit, il y a des gens qui achètent des tableaux, des gens qui se construisent des résidences ou d'autres choses. Si nous allons faire de plus en plus de progrès contre la malaria, c'est parce que nous avons choisi d'agir dans ce sens. Il n'y a rien de politique là-dedans. C'est une question de point de vue moral. Qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer le monde ? Un extrait de l'émission On n'arrête pas l'écho sur France Inter en 2016. Alors selon le site de la fondation de Bill Gates, le fonds de dotation est de 36 milliards de dollars et cette fondation accorde des bourses dans plus de 100 pays. Peter Singer, Bill Gates, c'est un altruiste efficace ? Oh bah oui, il est efficace parce qu'il réfléchit à la façon dont il peut dépenser son argent de la manière la plus efficace possible. Il a d'ailleurs créé une fondation qui fait beaucoup de choses très innovantes, notamment, comme on vient de l'entendre, la lutte contre le paludisme, mais par ailleurs, il lutte contre d'autres formes de mort prématurée dans les pays en développement, notamment le virus Rodin qui crée une diarrhée mortelle et il y a beaucoup d'enfants dans les pays en développement qui en meurent, même si c'est une maladie inconnue dans le monde développé parce qu'il n'y a pas de problème d'eau, d'assainissement, alors que dans ces pays, c'est beaucoup plus problématique. Donc la Fondation Gates s'occupe de cela. Elle aide les gens de diverses façons. J'ai la plus grande admiration pour Bill Gates de ce point de vue-là, pour tout ce qu'il a fait. Comment s'y prendre pour devenir un altruiste efficace? Comment s'y prennent les altruistes efficaces? Il faut voir que la plupart d'entre nous ne disposons pas des mêmes moyens que Bill Gates, donc on ne peut pas créer des fondations et recruter des tas de gens pour analyser le monde et le travail que nous pouvons faire. Par contre, ce que nous pouvons faire à notre niveau, c'est voir les organisations qui existent déjà, qui sont déjà sur le terrain, et voir parmi celles-ci lesquelles sont les plus efficaces, et on peut les aider. Alors même si on n'est pas très riche, je crois que la plupart de vos auditeurs seront d'accord pour dire que
ils dépensent de l'argent pour acheter des choses dont ils n'ont pas vraiment besoin et qu'ils seraient tout aussi contents sans ces achats, peut-être probablement plus heureux s'ils avaient la satisfaction de savoir que l'argent, au lieu de cela, a été dépensé pour aider des gens dans le monde qui sont bien plus malheureux qu'eux. Et ça a peut-être plus de valeur que l'objet de luxe dont ils peuvent parfaitement se passer. Donc chacune d'entre nous peut être efficace dans son altruisme. Il suffit de se dire, de voir d'abord de quoi disposons-nous. Avons-nous de l'argent, du temps, des compétences que nous pouvons mettre à la disposition des autres? Vous avez des jeunes qui ont toute leur carrière devant eux, qui peuvent faire un choix de carrière qui pourra les amener dans leur carrière à jouer, à avoir le rôle le plus positif possible dans le monde. Donc chacune et chacun d'entre nous, dans sa situation qui lui est propre, peut réfléchir à la façon de rendre le monde meilleur, de la meilleure façon possible. Pas un tout petit peu meilleur, mais comment pouvons-nous faire, disons, le maximum? Alors on peut aller en ligne, se renseigner sur les façons de s'y prendre. Si vous tapez altruisme efficace sur Google, vous aurez toutes sortes d'informations utiles. Toujours est-il qu'il y a des tas de façons d'être efficace dans son altruisme, d'être des mini Bill Gates en quelque sorte. Vous, Peter Singer, avec votre femme, vous donnez, je crois, 1/3 de vos revenus annuels pour des organisations charitables. 1/3. C'est vrai. Au départ, c'était 10%. Et au fur et à mesure, on s'est rendu compte que c'était peut-être pas suffisant et on avait les moyens de donner plus. Nous vivons toujours tout à fait correctement. Et donc, oui, c'est environ 1/3 de nos revenus que nous donnons. Moi, j'aimerais bien même faire plus. Je sais qu'il y a des gens qui donnent la moitié de tout ce qu'ils gagnent. Et on y arrivera peut-être. Il y a par exemple votre ancien étudiant à Princeton, Matt Weg, qui est un type assez brillant, admis à un doctorat à Oxford, mais il a plutôt choisi de travailler à Wall Street plutôt qu'une carrière universitaire. Et il a choisi de donner la moitié de ses gains annuels à 6 chiffres à des organisations efficaces et fiables. Et donc il travaille à Wall Street. Mais est-ce que ça pose pas le problème du fait que Wall Street contribue également aux inégalités et à la pauvreté, puisque votre ancien étudiant, Matt Weg, travaille dans la haute finance et ça peut créer des dégâts je lui en ai parlé à Matt, justement. Lui, à son sens, le travail qu'il fait à Wall Street ne participe pas, ne contribue pas à aggraver la pauvreté. Il travaille sur les biens, les matières premières, et son rôle, c'est de savoir si telle ou telle matière première, le blé ou l'or, si les prix vont monter ou baisser. Ça, c'est son job. Et auquel cas, les sociétés prennent des options d'achat ou de vente de ces matières premières. C'est pas une énorme société qui n'achète pas suffisamment par exemple, de blé pour faire fluctuer le cours du blé. Et si elle réussit, effectivement, il y aura des bénéfices pour les actionnaires. À l'inverse, il y aura des pertes. De ce point de vue-là, il estime que la société pour laquelle il travaille est relativement neutre quant à son influence sur le reste du monde. Probablement, il n'a pas d'incidence du tout. Mais lui, personnellement, il peut gagner plein d'argent en travaillant là. Et s'il donne la moitié de ses revenus aux organisations caritatives les plus efficaces, c'est tant mieux. S'il avait choisi une carrière universitaire, quelqu'un d'autre aurait eu ce job à Wall Street, mais ils auraient en gagnant autant d'argent, parce que si on est capable de faire ce travail, de prédire le cours des matières premières, mais ils n'auraient pas donné la moitié de leurs revenus à des organisations caritatives. Donc de ce point de vue-là, je crois qu'il a joué un rôle très positif. C'est une très belle décision. Il n'aggrave certainement pas les choses et au contraire, il en améliore beaucoup. Chrissy Lapellé-Douel de Psychologie Magazine. Oui, alors vous citez un autre de vos étudiants, Zell Krasinski, qui va lui non seulement donner une grande partie de ses revenus, mais qui va aller jusqu'à donner un de ses reins. Et à ceux qui s'étonnaient de cette action, lui répondait, c'est qu'ils ne savent pas compter. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi le fait de compter peut avoir une relation avec donner un rein, un de ses organes, et est-ce que ce n'est pas, d'un certain point de vue, la limite extrême de l'altruisme? C'est-à-dire, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de l'ordre du sacrificiel, je donne un morceau de moi-même pour venir en aide aux autres?
Oui, c'est vrai que la plupart des gens, ou même des altruistes, vont pas donner un rein. Moi, par exemple, j'ai encore mes 2 reins et je vais pas aller recommander à tout le monde de faire ça. D'ailleurs, j'ai pas essayé de convaincre Zell de donner un rein. Pour autant, j'ai la plus grande admiration pour lui. Enfin, ce geste est remarquable. Pour lui, d'ailleurs, c'était pas un sacrifice. Enfin, il ne considère pas ça comme un sacrifice puisqu'il s'en sort très bien avec un seul rein. Et il sait par contre qu'il a pu changer complètement la vie d'une noire américaine qui était sur la liste pour recevoir un rein. Et il a fait une énorme différence dans la vie de cette femme. Donc lui, il estime qu'il a vraiment fait quelque chose qui en valait la peine. Et c'était pour lui pas un très gros sacrifice. Peter Singer, comment avez-vous forgé ce concept d'altruisme efficace? Quelles sont vos influences majeures? Je pense évidemment à l'utilitarisme de l'anglais Jeremy Bentham au XVIIIe siècle. La grande idée qu'on lui attribue, c'est rechercher le plus grand bonheur du plus grand nombre. Alors oui, bien sûr. Je travaille un peu dans la tradition utilitaire qui avait été créée par Jeremy Bentham. Moi, ce qui m'intéresse davantage, c'est réduire la souffrance qu'augmenter le bonheur. Enfin, évidemment, il vaut mieux rendre les gens plus heureux. Mais enfin, j'essaie plutôt de les rendre moins malheureux, réduire la douleur, la souffrance, la misère, tout ce que l'on peut d'ailleurs éviter. Et la plupart de ma carrière a été tournée vers cela. C'est-à-dire réduire la souffrance aux animaux, comme vous l'avez évoqué, sur mon premier livre Libération animale, ou alors réduire la pauvreté, la souffrance des populations les plus démunies. Donc ça, c'est ce qui sous-tend ma propre démarche. Peter Singer, comme le rappelle le journaliste Arnaud Gonzague dans l'Obs, en France, se demander si je suis un salaud ou un type bien, ça importe souvent beaucoup plus que les résultats quantifiables. Par exemple, combien ai-je sauvé de vies ce mois-ci? C'est justement ça qu'il faudrait changer. Et c'est la raison pour laquelle je suis ravi d'être ici pour parler à vos auditeurs. Pourquoi? Parce que c'est une erreur de s'intéresser uniquement à mes intentions. Est-ce que je suis un type bien ou un salaud? Est-ce que je veux aider les autres? Ou est-ce qu'au contraire, je veux leur nuire? Bien sûr, évidemment, il vaut mieux pas nuire aux autres. Mais il faut quand même penser au monde dans son ensemble et comment on peut améliorer les choses. Alors évidemment, avoir une bonne idée de soi-même, dire voilà, je suis quelqu'un de bien. Mais souvent, ça c'est basé sur ce que font les autres, sur ce que pensent les autres. On aura tendance à suivre le mouvement, c'est une espèce de mimétisme, enfin, de mouton de panurge. Et moi, je me dis non, il faut voir. Là, on peut changer la culture, la façon de penser, les mentalités, les normes morales qui sont en vigueur. Évidemment, on peut se dire voilà, je suis quelqu'un de bien, alors qu'en réalité, on ne l'est pas. Dernière question, Peter Singer. Dans 6 mois, une météorite détruit la Terre de façon sûre et certaine. Que faites-vous pendant ce laps de temps? Écoutez, même pendant ces 6 mois, j'aiderai les autres à vivre au mieux les 6 derniers mois de vie pour que les 6 derniers mois de leur vie soient quand même plus agréables qu'ils n'auraient été. Ça aurait valu la peine de le faire. Merci beaucoup, Peter Singer. Avec Priscilla Pelledouel, nous vous recommandons très vivement ce livre qui provoque la réflexion. L'altruisme efficace est publié aux Arènes et c'est préfacé par Mathieu Ricard. Merci. Tout de suite, l'éternel retour d'Éric Libio de l'Express. Éric Libio, rédacteur en chef culture à l'Express. Cette semaine, dans votre nouvelle chronique L'éternel retour, vous vous intéressez aux anniversaires. Ben oui, effectivement, Alice, c'est qui arrive tous les ans. Vous avez remarqué également, c'est effectivement l'éternel retour de l'éternel retour de l'éternel retour des anniversaires, vous l'avez dit, qui reviennent tous les ans, le sien en tout cas, et même plusieurs fois par an s'il faut les souhaiter à ses amis, ce qui finit par être quand même extrêmement fatigant. Et d'abord, comment écrire anniversaire quand ce mot contient 3 lettres qui se doublent facilement, le N, le R et le S? On ne sait jamais si c'est 2 R, un S, un N ou le contraire. C'est un petit peu comme écrire Méditerranée. À part Guillemette qui vient de là-bas, personne ne se souvient s'il faut un R, 2 T, 3 N. Et puisque la réforme de l'orthographe revient dans le débat en ce moment, je serais pour ne plus jamais doubler les lettres qui le sont habituellement. Doubler les lettres, c'est comme prendre 2 parts de gâteau d'anniversaire, ça fait grossir. Mais je vous le demande, quelle meilleure preuve d'altruisme que de souhaiter un anniversaire, chercher un cadeau, faire un gâteau, allumer des bougies, débarrasser les miettes et surtout ne rien dire. Quand on retrouve son cadeau en vente sur le site, mon copain est gentil mais il me fait des cadeaux nuls.
C'est vrai, c'est quand même très gentil et très bienveillant de confirmer aux gens qu'ils ont pris 1 an de plus, qu'ils se dirigent lentement un peu plus vers Alzheimer, la maison de retraite ou la mort. Et puis les anniversaires tombent à date fixe. C'est prévisible et un petit peu agaçant, d'autant que tout le monde n'est pas logé à la même enseigne. La personne qui est née un 25 décembre, ce n'est jamais double ration de cadeaux, et pour le coup ça sent le sapin. Celui qui est né le 15 août ne trouve plus personne à inviter. Le 1er mai, tous les bistrots sont fermés. Le 29 février, vous êtes bon pour voir passer les trains. Le 31 décembre, les gens ont tellement picolé que personne ne se souvient de votre anniversaire. Il n'y a guère que le 14 juillet qui peut être sympa, feu d'artifice et sandwich merguez frites. Mais il y a quand même beaucoup trop de monde dans la rue qui sont contents et c'est louche. Quant au 23 septembre, qui est à Lille le jour du plus grand nombre de naissances et donc d'anniversaires. De mon neveu Louis, par exemple. Ben voilà, il y avait ma sœur tout à l'heure, maintenant c'est votre neveu. C'est l'embouteillage permanent, l'impression d'être noyé dans la masse. Les enfants du 23 septembre sont d'ailleurs ceux conçus à Noël, entre la bûche et les 12 coups de minuit, et le savoir peut troubler l'enfant qui imagine ses parents. Enfin bon, bref, vous voyez ce que je veux dire. Je propose donc que chaque 1er janvier, on rebatte les cartes et que chacun reçoive par SMS sa date d'anniversaire de l'année. Changer pour que rien ne change, comme disait le guépard. Alors sur le départ, voilà tout l'intérêt des petits rituels, garder le cadre mais bousculer l'intérieur. La même personne pourrait ainsi fêter 2 anniversaires consécutifs en 2 jours ou attendre quasiment 2 ans pour le souhaiter. Ce serait un tel bazar que plus personne ne se souviendrait de son âge. Plus d'injonctions au jeunisme, plus d'injonctions à l'expérience, plus de jeunes crétins, plus de vieux schnocks. On serait jeune dans sa tête et vieux dans son corps, ou bien l'inverse. On fêterait tout et n'importe quoi, et surtout n'importe quand, et à tout le monde. Et si c'était là la meilleure façon d'entrer dans l'âge de raison ? Rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme et revient toujours. Éric Libio, l'éternel retour, et bravo au traducteur Robert Loewenstein qui a traduit les jeux de mots d'Éric Libio, bravo à lui. Merci aux standardistes de France Inter et à la documentation de Radio France et à l'excellente programmation musicale de Muriel Pérez. Lundi, dans notre émission Santé, à quoi sert le foie ? Un organe essentiel. Toutes vos questions sur le foie, les maladies hépatiques, 01 45 24 7000, sans oublier la page Facebook de Grand Bien vous fasse. À suivre, Nagui et sa bande originale.